Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de mon plan d'aménagement forestier, pour qui c'est dédié, pour qui ça peut être avantageux, un plan d'aménagement forestier. Tous les détails à ce niveau-là. Puis ensuite, on va faire le tour de chaque zone. Je vais vous mettre les images parce qu'en fait, le plan d'aménagement forestier, ils ont pris 33 points GPS, puis ils ont défini 11 zones sur mon terrain. Donc on va voir en détail les 11 zones, puis on va les voir sur le terrain également. Mais avant tout, cette vidéo est rendue possible grâce à... est sponsorisée grâce à Rouge Brun, la boisson qui étanche la soif de vie. Rouge Brun, rouge à l'extérieur, brun à l'intérieur. La boisson gazeuse préférée des milliardaires. Rouge Brun nourrit le corps et l'esprit. Également disponible en format 2 litres. Rouge Brun, une boisson à la hauteur de tes attentes. Donc, après cette merveilleuse connerie, commençons. Le plan d'aménagement forestier, à quoi ça sert, pour qui? En fait, un plan d'aménagement forestier, d'abord, il faut savoir qui y a accès. Toutes les infos là, que je vais vous dire, moi, c'est des infos que je vous retransmets. Je ne suis pas ingénieur forestier, en fait, je suis comme un consommateur, si on veut, je suis un client, en fait. Puis je vous retransmets au mieux tout ce que j'ai appris. Donc, je vous invite à revalider les informations auprès d'un ingénieur forestier si jamais vous êtes intéressé à faire un plan. Donc, en fait, la condition au préalable pour pouvoir demander un plan d'aménagement forestier, c'est d'avoir un minimum de 3 hectares boisés. C'est très important. Ensuite, vous trouvez une association où, moi, c'est une coop. Moi, c'est la coop Terre à Bois avec qui j'ai fait affaire. Ils sont, eux, dans les Laurentides et la Nodière. Donc, il y en a partout à travers le Québec. Là, je vous laisse regarder ça. Sinon, ce qui est important, c'est que ça vous donne le statut de producteur forestier. Donc, en quoi c'est intéressant d'être producteur forestier? C'est que généralement, tu as 2 types de personnes qui vont faire des plans d'aménagement forestier sur leur terrain. Tu as les personnes, je dirais, qui sont un peu plus âgées, si on veut, dans le fond, qui sont pas très actives, qui ne seront pas très actives au niveau de la construction de leur chemin, par exemple, ou de ponceaux, au niveau... En fait, ils ne feront pas vraiment les travaux par eux-mêmes. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est... Ils ont souvent des grands terrains, des plus grands, beaucoup plus grands que le mien, donc plusieurs lots, puis ils veulent, en fait, aller chercher un bénéfice, donc une revalorisation, puis une rentabilité de leur terre. Donc, l'avantage qu'il y a pour eux, c'est qu'en faisant le plan d'aménagement forestier, ils vont avoir accès à des crédits de taxes, comme on va le mentionner un peu plus tard, tantôt en fait. Puis ils vont avoir accès à des revenus supplémentaires. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, par exemple, là, avec la coop, ils vont charger la coop de... Il y a un secteur boisé à couper, ils vont le dire, tu peux venir couper ce secteur-là, le chemin, par exemple, est fait. Donc, eux, ils vont tout prendre en charge, c'est eux qui vont aller sur le terrain, qui vont faire le marquage. Ils vont déléguer, en fait, le contrat de coupe à une entreprise avec qui ils vont en faire. Puis, dans le fond, ça va tout se faire sans que le producteur forestier s'implique réellement d'un point de vue physique, si on veut. Il va donner les autorisations, etc., mais il ne prendra pas ça en charge. Puis, un gros avantage aussi, c'est en fait que ça permet un étalement des revenus, parce que on s'entend que si, mettons, un grand producteur forestier décide de faire couper une zone, puis qu'il y a, on va dire, 10 000 $ de coupe de bois qui sort de là, ben pour cette année-là, lui, ce qu'il ne veut pas nécessairement être imposé directement sur le 10 000 $, il peut l'étaler en fait sur plusieurs années. Ça permet de diminuer le taux d'imposition. Si par exemple on est pour changer de braquette d'un point de vue fiscal, donc changer de braquette au niveau de l'imposition, ça peut lui permettre de sauver ça, puis ça peut permettre aussi de garder des capitaux plus longtemps avec lui pour faire soit des investissements, etc. Donc pour ça, ça peut être intéressant. La deuxième type de personne, si on veut, qui recherche un aménagement forestier, on va prendre comme exemple moi, parce que je suis le représentant de ça. En fait, moi, je fais les travaux pour obtenir des crédits de taxes. Ça, c'est que c'est avantageux si tu avais déjà l'intention de faire des travaux sur ton terrain. Si tu n'avais pas l'intention de faire des travaux sur ton terrain, ça vaut comme pas vraiment la peine, si on veut. Tu as envie de faire des travaux, tu avais déjà l'intention de faire des travaux,
Puis ça fait en sorte en fait que tu vas obtenir des crédits de taxes. Puis ça peut être plus motivant puisque le but dans le fond c'est soit de rembourser en totalité les travaux qu'on veut faire ou partiellement. Puis ça permet également de se motiver parce qu'il y a certains travaux qui coûtent cher, donc si on décide de les faire, c'est avantageux au niveau de la terre, à prendre la valeur. C'est ce qu'on recherchait aussi également à faire. Puis ça permet, c'est ça, d'obtenir des crédits de taxes. Comment que ça marche les crédits de taxes en fait? Ça va marcher selon la superficie que vous avez, en fait, boisée. Par exemple, moi je paye environ 2000 $ de taxes municipales par année. Ça fait en sorte que on fait la répartition. C'est 1000 $ pour l'habitation, si on veut, tout le logement, tu sais. En fait, tout le lieu habitable, c'est un pourcentage, mais le crédit de taxe est applicable seulement sur le pourcentage au niveau du terrain, donc du terrain boisé. Ce qui fait en sorte, moi, grosso modo, on va faire des arrondissements, mais sur 2000 $, je paye environ 1000 $, un peu plus bas, là, mais on va arrondir à 1000 $, pour la portion boisée de mon terrain par année. Donc, c'est sur cette partie-là, en fait, que j'ai droit d'obtenir des crédits de taxes. Les crédits de taxes sont à valeur de 85 % de la valeur attribuée dans le document et approuvée par un ingénieur forestier, incluant le prix de la visite de l'ingénieur forestier. Donc, si on prend un exemple fictif, si je fais un ponceau moi-même, il va me coûter 1200 $, par exemple. Je fais venir un ingénieur forestier qui va approuver la technique, donc 467 $, et l'exécution, 1103 $. L'ingénieur forestier me charge 250 $ pour la visite. C'est 1820 $. Donc, c'est ce 1820 $-là qui va être accessible pour 85 % de crédit de taxe, c'est-à-dire 1547 $ en remboursement. Donc, au total, j'ai dépensé 1450 $, donc 1200 pour mon ponceau et 250 pour la visite. Et j'ai accès à un remboursement de 1547 $. Ce qui fait que le coût réel de mon ponceau, j'ai fait 97 $. Donc, j'ai fait pratiquement 100 $ en construisant un ponceau chez moi. Donc, j'ai un ponceau puis j'ai fait 100 $. Là, j'ai la liste, en fait, des types de travaux. Je l'ai en PDF. Si jamais vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer. Donc, ajoutez la page Permaculture Paysanne, puis on discutera par Messenger. Ça va être beaucoup plus facile. Je pourrais vous envoyer ça si jamais vous êtes intéressé. Donc, c'est en fait des montants d'argent auxquels vous avez accès si on effectue des travaux. Pour ce qui est des ponceaux, avec une facture à l'appui, vous pouvez doubler le montant accessible et avoir pour 3138 $ à 85 %. Vous allez avoir 2667 $ accessibles au crédit de taxe au remboursement d'impôts. Ce qui fait que vous dépassez, par exemple, dans mon cas, le 1000 $ annuel auquel vous avez droit. Ce qui est important de comprendre, c'est que si votre montant est supérieur au montant de crédit de taxe que vous avez droit annuellement, eh bien, il est cumulable pour l'année prochaine. Ce qui fait en sorte que vous pouvez faire une année tous vos travaux, aller chercher, par exemple, pour 10 000 $ de crédit de taxe en une seule année, puis ça va être étalé sur les 10 autres années. Fait que ça, c'est très important, puis c'est important aussi de le valider, que votre comptable le comprenne, parce que ça peut être oublié, ça peut engendrer des problématiques au niveau des paiements. Donc, en fait, c'est ça. Je paye de ma poche mon ponceau, c'est validé par l'ingénieur. Ensuite de ça, je vais obtenir mon crédit de taxe, qui est en fait un retour d'impôt. Donc, il faut avoir les fonds pour faire les travaux. Il ne vous payera pas le gouvernement pour faire vos travaux. Il va vous payer une fois qu'ils sont faits. Ça, c'est très important aussi. Donc, ça prend des liquidités, évidemment, pour faire ça. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on a des montants, par exemple, pour des coupes de jardinage. On a des montants pour des coupes pré-commerciales qu'on appelle. En fait, moi, je pourrais être payé, si on veut, à faire du bouchage chez moi, tout simplement, même si je ne vends pas à l'extérieur du bois. C'est en fait parce que ça revalorise la forêt. Ça permet... c'est financé, en fait, parce que ça a des avantages économiques. Fiez-vous là-dessus, le gouvernement, il ne finance pas pour rien, il fait de l'argent à quelque part, c'est sûr et certain. D'abord, tu construis des ponceaux, tu fais des chemins,
ta terre prend de la valeur nécessairement, ils vont avoir de l'argent là-dessus par tous les moyens possibles qu'ils peuvent. Bref, donc ça, si jamais vous êtes intéressé, vous viendrez me voir en Facebook, sur Facebook, sur Messenger, Permaculture Paysanne. Fait que le but, en fait, c'est de se rembourser partiellement ou totalement. Globalement, c'est ça qu'on a en tête. Et c'est avantageux dans la mesure où on fait ses propres travaux. Si, par exemple, on le donne à contrat, ben, ça peut payer une partie des travaux. Donc, c'est quand même avantageux, mais un peu moins vu qu'on est moins actif dans le processus. Puis qu'on va nécessairement payer plus cher pour un sous-contractant. Sinon, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que le plan d'aménagement forestier en tant que tel est éligible au crédit de taxe. Donc ça, combien ça coûte un plan d'aménagement forestier? En fait, le mien m'a coûté 1200 $. Donc, que j'ai sorti de ma poche, puis que au niveau de ça, il va y avoir un remboursement de taxe, un crédit de taxe. Et c'est en fait, il y a un montant, donc, un montant de base, si on veut, pour les personnes qui travaillent là, puis pour monter le dossier, etc. Puis ensuite, tu as un montant en fonction du nombre d'hectares. Donc, tu as un montant qui est, je me souviens plus combien, là, j'ai pas les montants, mais tu as un montant, par exemple, par hectare. Donc, évidemment, plus tu as une petite terre, moins ça coûte cher. Donc, on va prendre le plan, en fait, mon plan, puis on va l'analyser. Le but de tout ça, en fait, c'est que vous preniez vraiment le pouls de c'est quoi un plan d'aménagement forestier, que vous ayez une terre ou non, mais au moins vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui en retourne de ça, comment c'est fait, puis en quoi ça peut être intéressant. La première étape, c'est vous allez appeler par exemple, moi j'ai fait affaire avec la coop, on va appeler ça comme ça. Donc j'ai fait affaire avec la coop Terre à Bois. Vous appelez, puis la première rencontre est gratuite. L'ingénieur forestier va fixer un rendez-vous avec vous, il va marcher votre lot. Ce qui est important, vu que c'est un premier rendez-vous, en fait, c'est pour comprendre. Il va vous expliquer globalement ce que je viens de vous expliquer. Puis vous allez pouvoir, ce qui est important, c'est quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous pensez faire, qu'est-ce que vous ne voulez pas faire. Donc, puis je vous dirais de montrer aussi les limites de votre terrain, dans la mesure où si vous avez des rubans, si vous l'avez déjà délimité, ça serait important de le faire puisque lui, ça va l'aider dans son travail prochainement. Puis ça va vous aider aussi. Donc, bon, nous, ce qu'on a fait, on a marché le long de mon chemin, on s'est enfoncé, j'ai montré les limites des côtés, j'ai montré les limites du bout de ma terre. On a parlé, il m'a parlé par exemple, certains arbres sont malades. On a parlé de toutes sortes de choses. Puis ce qu'on a déterminé comme objectif, en fait, pour moi, ben, c'était une production de bois d'œuvre, donc pour mes propres constructions. Ce que je voulais aussi, c'était améliorer la qualité de la forêt. Donc à certains endroits, je veux une érablière. Donc de la sériculture. On a amélioré la croissance, on a amélioré l'état de la santé de la forêt, donc au niveau de certaines maladies, d'essayer de couper ces arbres morts-là pour pas qu'ils contaminent d'autres arbres. On a les 11 sections. Donc la première section, elle, en fait, c'est pas intéressant parce que c'est toute la portion qui est champ. Donc ce qu'on a là-dedans, c'est mon champ de foin. Puis on a également une petite partie où est-ce que c'est comme une friche, où j'ai commencé à faire de la plantation de noisetiers, de pommiers, etc. La superficie, en fait, de la zone 1, qui est ma zone de foin et de friche, c'est de 5,29 hectares. Parce que lui, il va se prendre des points GPS et tout, fait qu'il va pouvoir quand même, avec un bon taux de précision, me dire les surfaces de toutes les zones. Donc, globalement, pour cette zone-là, pour un ingénieur forestier, ça n'a aucune valeur. C'est dénué d'intérêt. Il n'y a pas d'arbres, fait que l'ingénieur forestier, il s'en fout. Donc, pour celle-là, il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a aucun travaux à faire, aucune recommandation. On s'en va directement à la zone 2. Donc, on se retrouve dans la zone 2 présentement. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la zone 2? Mélèze laricin à 39%. Évidemment, là, j'ai juste pris une petite portion. On ne marchera pas 2,2 hectares pour rien. Épinette blanche à 33%. Sapin baumier environ 22%. Pin blanc 6%. Donc, on peut voir ici
Il y a du sapin. Il y a de l'épinette. La densité elle est forte. Lorsqu'on dit densité forte, c'est qu'en fait, à quel point on peut voir le soleil au travers. Là, c'est certain qu'on est à l'automne. Il y a certaines feuilles qui ont tombé, mais ici, on est plus dans le résineux. J'ai des endroits qui sont beaucoup plus denses qu'ici. Donc, le mélèze est juste un peu plus bas. Il est en très forte concentration. Il n'est pas vraiment dans ce secteur-là. Parce que ce secteur-là, en fait, il y a un dénivelé qui s'en va jusqu'au ruisseau. Donc, le mélèze, ça pousse toujours dans les milieux humides. Ensuite de ça, on dit, en fait, l'âge, c'est Inéquienne jeune. Donc, on s'en va dans les définitions du cahier, que je vais vous montrer à l'instant. Inéquienne, peuplement, en fait, c'est forêts dont on constate une grande variété entre l'âge des plus jeunes et des plus vieux arbres qui la composent. Donc, globalement, ce qu'on veut dire, en fait, c'est que la canopée n'est pas égale. Donc, par exemple, ici, on voit très bien comme il y a un trou, on a du plus petit résineux, on a des plus hauts, puis globalement, on en a des plus vieux juste ici, ce qui fait en sorte, en fait, qu'il y a des trous, il y a des arbres, bref, au niveau de la canopée, elle n'est pas les égale, donc on dit inéquienne, c'est le terme approprié. Contrairement à peuplement équienne, donc une canopée qui est uniforme le plus possible si on veut. Ensuite, qu'est-ce qui est inscrit au niveau des observations? En fait, c'est un peuplement issu d'une ancienne friche. Donc, évidemment, ça a tout déjà été coupé. Lui, il s'en est rendu compte par l'âge, puis par toutes sortes de raisons. Donc, issu d'une ancienne friche, c'était déjà en foin ici avant, on en a déjà parlé. Il s'est rendu compte qu'il y avait des excréments de cerf, donc il a observé du cerf de Virginie, puis il a également observé de la gélinote. Donc, on a en fait un peu ce qu'il a observé au moment qui est passé. Globalement, il a fait 2 visites quand il a fait ses points. Il a fait globalement 33 points GPS. Il s'est promené un peu partout dans ma forêt, puis toutes les observations qui ont été faites, ces 2 visites-là sont notées. Donc, on nous parle également du sol, donc la texture, la qualité, le drainage. Le drainage est imparfait, évidemment, on est en pente. Puis il y a des secteurs qui sont beaucoup plus humides que d'autres. Au niveau des recommandations des travaux, ce qui est important de mentionner, c'est que toutes les recommandations puis tout le plan est basé sur une échelle de 10 ans. Donc, il est valide 10 ans. Moi, je suis inscrit comme producteur forestier pour une période de 10 ans. Donc, au niveau des recommandations forestières pour les 10 prochaines années ici, il n'y en a pas, en fait. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est laisser le temps aux arbres de vieillir, laisser le temps aux arbres de maturer. Il va se faire une sélection naturelle. Puis, parce qu'il y a beaucoup d'autres travaux également à faire plus loin, donc ça ne me donne rien de passer de l'énergie là-dessus. Si vous aviez juste un lot comme celui-ci, il y aurait des recommandations parce qu'il y a des travaux à faire, mais moi, au niveau de l'échelle de mon territoire, dans les 10 prochaines années, c'est pas vraiment prioritaire de faire des travaux ici. Donc, si on veut, c'est globalement, on laisse ça aller. Puis, s'il y a des arbres matures que je juge, je peux faire de la coupe de jardinage qu'ils appellent. La coupe de jardinage, qu'est-ce que c'est? On va aller voir dans les définitions. Donc, récolte de jardinage, en fait, c'est une récolte effectuée arbre par arbre. Globalement, c'est quand un bûcheron se promène dans la forêt puis il décide de récolter un arbre par-ci, par-là. Donc, souvent, c'est une courbe d'arbres morts ou d'arbres qui sont matures comparativement aux autres puis qu'on a envie de récolter. Donc ici, ce qui pourrait être fait, c'est une légère coupe de jardinage si jamais l'intention me prenait. Maintenant, on va aller dans le peuplement numéro 3. Peuplement numéro 3, donc la zone numéro 3. La zone numéro 3 fait 6,75 hectares. Au niveau du peuplement, les essences principales. Donc j'ai pris un secteur, en fait, où il y en a beaucoup. On parle de l'épinette blanche à 50% pour ce qui est de tout l'ensemble des 6,7 hectares. 51%, mélèze laricin 13%, qui est, je le sais, où en fait il est vraiment concentré dans une certaine zone. Bouleau gris, 10%, donc bouleau gris c'est un peuplement qui est issu d'une ancienne friche, donc c'est une essence pionnière. Ensuite on a du pin blanc, puis on a de l'érable rouge. Un autre aspect aussi que je ne vous ai pas mentionné, c'est qu'en fait, l'ingénieur forestier va noter
quel type de régénération il va y avoir. Donc ici, on parle d'une régénération qui est insuffisante. Donc en fait, il n'y a pas assez de régénération. Pourquoi? Le couvert est très opaque. Puis diverses zones en fait qui sont, il y a des éclaircies. Donc elle est insuffisante. Par contre, ce qu'il y a noté, c'est que la régénération est davantage du sapin baumier, du bouleau gris, puis de l'érable rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on recommande en fait au niveau des travaux pour les 10 prochaines années ici? Ce qu'on dit en fait, c'est on nous met une date, c'est en 2029. Donc c'est là que ça serait le temps en fait de faire les travaux. On dit une éclaircie commerciale, c'est-à-dire en fait de couper les essences qui vont être à maturité pour laisser les plus petites pousser, puis pour dans le futur récolter ceux-là. Sinon on dit que c'est évidemment un lieu qui est non prioritaire, il n'y a pas vraiment de travaux, donc on dit 2029. On nous mentionne de récolter sur sol gelé, ce qui est mentionné partout. Donc ça en fait pourquoi? Ben c'est pour éviter de maganer le terrain si on veut, éviter que le tracteur s'enfonce à des endroits. Donc lorsque le sol est gelé, il est protégé. Donc évidemment le but tout le temps, ben, c'est de moins impacter la biodiversité, le sol, bref, récolter sur sol gelé. Sinon, dans les remarques en fait, de traiter en éclaircie les zones qui sont à forte densité, donc où il y a des zones très denses. Ce qu'on recommande en fait, ça pourrait être de faire une éclaircie pour favoriser certaines essences qui vont pousser davantage. Ensuite, qu'est-ce qui est noté? Ben, il y a eu noté une présence du cerf de Virginie et de la gélinote huppée encore. Et puis on nous dit évidemment, ben, il y a un milieu humide qui est un peu plus bas près du ruisseau. Lac et ruisseau, en fait, ça comprend le ruisseau. Ce qu'on nous dit, en fait, ce qu'il m'a dit aussi, c'est également la possibilité de planter des arbres au niveau de tout ce qui est éclairci. Moi, ça m'intéresse pas vraiment, puisqu'en fait, je veux garder des éclaircies pour le chevreuil. Donc, c'est dans les secteurs où j'ai déjà planté du topinambour. Donc, on s'en va directement à la zone 4. Donc, on est dans la zone 4. La zone 4, en fait, ça représente le vide, en fait. C'est tout simplement une zone où la densité des arbres est vraiment trop petite et qu'il n'y a aucun intérêt au niveau de l'ingénierie forestière. Parce que ça prend des arbres pour que ce soit intéressant. Donc, il n'y a rien à faire ici. Pour moi, c'est une zone qui est intéressante parce que, globalement, les arbres qui sont ici, c'est des pommiers qui ont été ensemencés par le chevreuil directement. Puis c'est une zone où il y a beaucoup de petites mûres sauvages. Mais sinon, au niveau de mon plan d'ingénierie forestière, c'est une zone un peu aussi intéressante qu'un champ en foin. C'est-à-dire, il n'y a pas de travaux à faire là, hormis peut-être planter des arbres, mais c'est pas du tout dans mes projets. Donc on s'en va dans la zone 5. Donc, zone 5 est à l'automne le meilleur moment. Le plus beau moment de l'année. Qu'est-ce qu'on dit en fait dans la zone 5? Zone 5, les essences principales sont l'érable rouge, donc la plaine, à 45%. Évidemment, ici on est dans un secteur où je veux me faire une érablière, une petite érablière. Donc, elle a déjà été favorisée par les anciens propriétaires et c'est la chose aussi que je veux faire. Parce que j'ai besoin de sucre. Parce qu'on a tous besoin de sucre dans la vie. Sinon, au niveau de pourcentage, on parle du bouleau jaune, le merisier, qui est également présent un peu plus dans ce secteur-là. On a du sapin baumier à 14%, épinette blanche 14%. Bref, sinon, quelles recommandations forestières sont pour ici? On parle moyennement prioritaire. On va voir pourquoi, parce que il y a des travaux qui sont dus pour d'autres sections un peu plus loin, qui sont pour l'année prochaine en fait. Cette année ou maintenant, si on peut. En fait, ici on parle de 2026 surtout. On parle de récolte de sapins matures. Allez vous donner un exemple. Ce qu'on voit, c'est une épinette blanche. Regardez l'écorce.
certain que c'est facile à distinguer au niveau des aiguilles, mais là, comme vous pouvez voir, ils sont pas tellement accessibles. On peut facilement observer le sapin baumier. Regardez, au niveau des petites bulles comme ça. L'écorce, c'est davantage plus lisse si on veut. Puis on peut percer, puis on va obtenir en fait la sève du sapin, qui est comestible mais en petite quantité. Sinon, en fait, on dit les recommandations, c'est ça, c'est la récolte de sapins matures, comme celui-ci. Lui, il est assez haut, il est mature, il a quand même un bon diamètre. Quand on parle de diamètre, là, au niveau des arbres, on parle toujours environ à mi-hauteur, à hauteur de la poitrine en fait. Donc le diamètre est très intéressant au niveau de la construction. Mais ce qui est également important de comprendre au niveau du sapin, c'est que le sapin il a des faiblesses. Regardez, vous voyez la craque? C'est qu'en fait, il y a une problématique. Le sapin, dans son rôle, lui, c'est un arbre pionnier. Donc, son but, c'est de pousser très rapidement. Puis au bout même, avant même 60 ans, il va mourir, il va tomber. Globalement, ce qui va arriver, c'est qu'il va casser au niveau de la base. Il est sensible au caries, ce qui fait en fait que l'intérieur du tronc va être pourri. Et puis, ça va prendre du vent, du verglas, de la neige. Puis il va casser. Il va casser ou il va tomber. Ça, je sais pas si c'est un sapin, là. Vous voyez ici. Donc, ça, c'en est un exemple. Il y en a partout dans ma forêt plus loin. Donc, globalement, ici, ce qu'on parle, au niveau de l'aménagement forestier, c'est de la récolte de sapins matures. Puis, de mon point de vue à moi, c'est également la récolte, en fait, de favoriser la plaine puis l'érable, puis les essences feuillues, en fait. Favoriser les essences feuillues pour me faire une érablière dans ce secteur-là, pour qu'il y ait un potentiel acéricole. Ensuite, on va aller voir, sinon au niveau des observations, en fait, il a observé du chaga, donc le fameux champignon. Je sais pas où, par exemple, il va falloir que je le trouve. Bref, on va aller maintenant au peuplement numéro 6. J'avais oublié de le mentionner, mais également au niveau de la régénération, en fait, on parle évidemment de la plaine, l'érable rouge, puis il y a également noté de l'érable à sucre. Fait que c'est absolument parfait, c'est ce qu'on veut. C'est ce que je veux. Sinon, globalement, c'est en fait l'endroit où j'ai décidé d'installer ma cabane de bûcheron mobile pour les prochaines années. Pourquoi j'ai décidé de l'installer ici? C'est simple. Regardez autour. Il n'y a pas de présence d'arbres qui risque de tomber sur ma cabane. Ce qui est quand même un facteur important. Parce qu'en fait, l'endroit le mieux, ça aurait été de l'installer, c'est plus loin. Mais il y a trop de présence de chablis. Il n'y avait pas de site opérationnel pour pouvoir la mettre facilement. Donc, j'ai décidé de l'installer ici. Sinon, ce qu'on peut observer, là, vite fait, je l'ai assis sur des bûches. Donc, on pourrait dire sur des chandelles, si on veut. En avant comme en arrière. C'est tout simplement pour réduire la tension sur les pneus. Puis ça permet aussi, si par exemple un pneu décide de dégonfler, la cabane est stabilisée. Donc elle n'est pas levée, mais elle est juste un peu assise. Donc on s'en va au peuplement numéro 6. Peuplement numéro 6, la zone 6. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Épinette blanche, sapin baumier à 43% pour l'épinette, sapin baumier 30%. Ce qui fait globalement, là, on est vraiment dans une portion qui est très résineuse. Donc 70% des arbres ici sont des résineux. Ensuite, la régénération, elle est suffisante, puis elle est principalement sapin baumier, érable rouge. Comme on disait, le sapin baumier, en fait, est une essence pionnière, donc qui fait place à l'érable, puis aux autres essences plus tard. Pour 2022, on est dans une zone qui est prioritaire au niveau des travaux. Donc, c'est en fait la présence de sapins à récolter. On va voir pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de chablis sur les sapins. Qu'est-ce que le chablis? Le chablis, c'est simple, en fait, c'est
Les arbres vont tomber les uns sur les autres. Donc on l'a vu ici, regardez. Ça, c'en est un. Il a cassé, comme on parlait au niveau de la carie, il a fait une carie, puis il a cassé. Il avait atteint sa maturité, si on veut, puis il a tout simplement brisé. On en a partout comme ça dans cette portion de forêt-là. On en a vraiment beaucoup dans cette section-là. C'est pour ça que, en fait, c'est une ressource. Regardez, ça, c'en est un ancien. Il casse toujours à la même place. Toujours à peu près à la base, un peu plus haut que la base, en fait. Ça accumule de la neige, ça tombe. Puis évidemment, ça enrichit le sol. Par contre, j'aimerais beaucoup mieux construire des bâtiments avec ça. Donc, au niveau de la régénération, regardez, on a beaucoup de régénération par là-bas. C'est tout simplement, c'est tout du sapin. Donc tout ça là-bas, c'est du sapin. Là ici, on est en présence en fait d'un peuplement qui est des épinettes blanches. Donc, en fait, le but pour toute la zone 6, c'est de récolter tous mes sapins qui sont matures. Parce que ils vont casser, ils vont tomber. Donc évidemment, je ne récolterai pas tous, mais je vais en récolter quand même une bonne partie. Puis ce que je veux, ben, avec le moulin à scie que j'ai, c'est faire des matériaux de construction avec pour me faire des bâtiments, etc. Donc, regardez celui-là, il y avait quand même un bon potentiel. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire avec ça. Il est en train de pourrir. Il y avait quand même un diamètre intéressant. J'aurais pu me faire un 4x4 avec. Puis là, on n'est même pas à la base. On a des plus gros un peu partout. Fait qu'il y a beaucoup de travaux en fait pour cette zone-là. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Si je fais ma zone 6 qui est de 2,7 hectares, donc on va dire 3 hectares, si je fais ma zone 6 au complet, donc les 3 hectares, puis je la fais bien, ben je peux avoir des remboursements pour ça. On est encore dans cet esprit-là. C'est-à-dire que si je fais ma récolte, même si c'est juste pour moi, même si je vends rien, je vais avoir un montant forfaitaire qui est inscrit dans mon document à l'hectare. Puis ça fait en sorte que ça couvre des dépenses, que ce soit en totalité ou d'une manière partielle. Donc on va aller au peuplement numéro 7. Regardez bien ici, petit comme gros. Ils sont tous plus ou moins en train de casser. Tous les sapins. C'est tout. C'est pas compliqué. Ceux que vous voyez qui sont cassés comme ça, c'est dans les vidéos. C'est pratiquement tous des sapins. Donc là, on va aller en fait dans la zone numéro 7. La zone numéro 7, en fait, c'est un milieu humide. C'est en fait une aulnaie qu'on appelle. En fait, c'est essentiellement des zones. Donc, juste pour vous montrer le dénivelé. Fait qu'on va aller voir ça. Ici, il n'y a aucun travaux à effectuer. Il n'y a aucun travaux à effectuer. Regardez, il y a un petit ruisseau ici. Donc c'est un milieu humide. Il n'y a rien à faire ici parce que le bois, il n'y a pas de valeur en tant que tel. Par contre, au niveau, il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire ici, c'est tout simplement ça. Je pourrais peut-être me faire un mini sentier parce qu'en fait, c'est une zone qui est intéressante pour la chasse de la bécasse. Donc, je vais vous mettre une image de la bécasse. Puis, c'est ça. C'est un endroit, en fait, où il y a une forte présence de chicots. Donc, d'arbres morts. Puis, c'est un endroit que... Oh, on a même de la petite truite. Ça, c'est hot, ça. Donc, bref, génial. Je suis bien content de faire cette vidéo-là. Je viens de voir qu'il y a de la truite l'Omble-Fontaine. Donc, j'avais des doutes, évidemment, qu'il y en avait. Mais là, je viens de le constater. C'est parfait. Une ressource à préserver. Puis,
c'est une ressource intéressante au niveau de l'alimentation. Mais plus d'un point de vue survie, là, on s'entend que tu nourris pas ta famille avec ça. Ça donne à rien de tout prendre dans la forêt. Donc, où j'en étais? Présence de chicots. Donc, chicots comme ceci. Juste ici. Évidemment, je viens pas les bûcher, ça me donne à rien. Mais je suis bien content qu'il y en ait beaucoup. C'est bon pour la faune, c'est bon pour la diversité. Là, vous voyez, ici, en fait, c'est une piste pour le chevreuil. Donc, c'est parfait. C'est un secteur, en fait, qui n'a rien à faire d'un point de vue de l'aménagement forestier, mais c'est un secteur qui est, pour moi, qui est très riche, je trouve. Très riche en diversité. Donc, on va aller dans la zone 8. Donc, on approche au niveau de la zone 8, qui, dans une plus grande proportion, se situe ici. Je vous ai fait une vidéo sur les semis d'écureuils, en fait. J'utilise les écureuils pour favoriser les semis. Puis là, ce qu'on voit, en fait, c'est il y avait un ancien ponceau ici. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Il y avait un ancien ponceau. Il avait utilisé plusieurs ponceaux, en fait. Puis moi, ce que je dois faire, en fait, c'est je veux récupérer ce chemin-là pour passer avec mon tracteur parce que là, évidemment, on a un ruisseau qui, là, présentement, il est très faible, mais au printemps, là, il est vraiment très haut, il y a un très fort débit. Je peux vous mettre des images maintenant du débit. Puis ce que ça fait en sorte, en fait, c'est que je vais pouvoir avoir accès avec mon tracteur. Puis au niveau des crédits de taxes, bien évidemment, je vais avoir accès à 1500 $ de crédits de taxes pour faire ce ponceau-là. Si les coûts sont supplémentaires avec preuve de facture à l'appui, je peux doubler le montant, donc avoir accès à 3000 $. Ce qui fait que c'est vraiment très intéressant parce que j'avais l'intention d'en faire un ponceau. Fait que globalement, il va être payé soit partiellement, soit en totalité. Fait que c'est vraiment très motivant pour faire des travaux chez soi. Donc on va aller voir la portion de forêt de la zone 8, où est-ce qu'il y a le plus de travaux. Peuplement numéro 8, zone 8. Superficie environ 5,7 hectares, donc un peu plus, 5,5 on va dire, là. 5 hectares et demi. Donc je vous montre évidemment pas les 5 hectares et demi, juste une petite portion. Au niveau des populations rencontrées ici, au niveau des essences, il n'y a pas vraiment noté de pourcentage parce que c'était pas réellement important. Par contre, ce qu'on dit, ben, c'est à peu près tous là, des essences pionnières. Donc, peuplier faux-tremble, bouleau gris. Puis là, on a une régénération en fait et quelques essences qui sont, on va dire, plus intéressantes, qui sont un peu plus matures. Donc ici, érable rouge. Puis on a également des chênes. Les chênes, j'ai surtout vu en régénération, donc tout petit. J'en ai pas vraiment vu de mature vraiment. Qui avait une production en fait. Ici, je fais de l'ensemencement comme je vous ai dit. Donc, quels travaux sont à faire ici? Donc, on dit prioritaire. Donc, rappelez-vous, on avait 2022, la récolte des sapins. Donc, une fois que ce chantier-là, en fait, serait terminé, ce qui serait important, c'est que je passe au prochain chantier qui est ici. Donc, pour travailler ici, moi, ce que je dois faire, c'est évidemment me faire un ponceau. Puis ici, on parle d'éclaircie intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire une éclaircie intermédiaire? On est en présence, par exemple, ici, de prunier sauvage. On l'a vu dans la vidéo, j'en ai parlé. C'est une essence qui a un problème, c'est le nodule noir. On peut aller voir juste là-bas. Globalement, là, il fait des champignons comme ça, à ses branches aussi. Puis c'est une essence qui est là, elle sert à aggrader le sol en fait, elle pousse pour, c'est une essence pionnière, elle va pousser, elle va atteindre sa maturité qui est dans pas très longtemps, elle va tomber, maladie, etc. Ça engraisse le sol. On a également du bouleau gris. Bouleau gris, même chose, c'est les fameux, la distinction entre bouleau papier, le bouleau blanc, puis bouleau gris. Le bouleau gris, c'est celui qu'on voit toujours courbé.
c'est qu'il se plie à l'hiver puis qu'il se relève. Ça, c'est le bouleau gris. Même chose pour lui. Il vient jamais très gros, il finit toujours par mourir, par plier au niveau du verglas. Donc on voit là, il y en a beaucoup de bouleau gris ici. Trempe, même chose, c'est une naissance pionnière. Elle a grossi, elle vit plus longtemps en fait, mais c'est une naissance pionnière également. Donc le but ici, c'est quoi? C'est de faire une éclaircie pré-commerciale de feuillus. En fait, ce qui serait bon de faire ici, c'est tout simplement de couper toutes les essences comme celle-ci, les pionnières, pour favoriser les érables. Les érables, les chênes, bref, ceux qu'on a envie de voir en fait. Que ce soit d'autres sortes même, on peut laisser des pionniers, il n'y a pas de problème. Parce que ils sont tous là, les feuilles sont tombées, mais ils sont tous en compétition au niveau de la canopée pour obtenir du soleil. Ce qui fait en sorte qu'ils se nuisent. Puis en fait, ce type d'éclaircie-là, c'est simple, c'est on fait 1 mètre autour de la cime de l'arbre. Très important de le mentionner. Donc, globalement, la façon de fonctionner, par exemple, ici, on a la plaine. Qu'est-ce qu'on fait? On va garder le plus gros, évidemment. On n'est pas imbécile à ce point-là. Donc, on va couper tous ceux-là. Même si c'est de l'érable, on va les couper. Puis ensuite, là, on s'en va regarder notre cime. 1 mètre autour de la cime, il faut que toutes les branches soient vidées. Ça veut dire qu'il faudrait que je coupe aussi ceux qui sont là. Ces érables-là, parce qu'ils sont trop proches de mon érable qui est ici. Bref, on fait ça pour toutes ceux qu'on veut garder en fait. Sur toute la superficie. Ça nous donne aussi accès, donc il faut faire évidemment une portion, pas juste une récolte de jardinage. Là, on fait des travaux. Donc ça me donne accès aussi également à des crédits de taxes si je le désire. À ce niveau-là, je verrai plus tard. Là. Moi, c'est plus, les crédits taxes, c'est vraiment plus pour les ponceaux puis pour divers travaux. Bref, donc ça, c'est aussi intéressant. Ce qui est aussi intéressant avec le plan d'aménagement forestier, c'est que pour ce type de travaux-là, en fait, votre association, coop ou peu importe là, avec qui vous avez fait votre aménagement forestier a accès à des subventions. Et ils ont des subventions pour ce type de travaux-là. Ils ont des montants forfaitaires à tous les ans ou à tous les 5 ans, je ne sais pas comment que ça marche. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si j'avais voulu, je pourrais me mettre sur une liste d'attente en fait pour que les travaux sur toute la superficie de mes 5,5 hectares soient faits par quelqu'un, puis je paierais 0$. Évidemment, je n'aurais pas accès au crédit de taxe, on ne peut pas avoir les deux mondes, mais les travaux pourraient être faits sur toute la grandeur des 5,5 hectares que représente cette zone-là, d'une manière gratuite. Parce que ça serait subventionné. La façon qu'il va procéder, comme je l'ai dit, 1 mètre à la cime, 1 mètre à la base, c'est lui, évidemment, je ne serai pas à côté pour sélectionner, c'est un professionnel qui fait ça. Puis, il va laisser les arbres au sol. Lui, il coupe, il va même couper au niveau de la régénération, il va faire de la débroussailleuse, puis il va sélectionner la régénération qui est intéressante. Fait qu'à ce niveau-là, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça peut nous enlever le fardeau de faire des travaux. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le contrôle sur les travaux qui sont faits. Lui, il laisse tout ça au sol. En fait, il va couper aucun arbre à côté. Il les envoie au sol, puis c'est tout. C'est sûr qu'après, ça ressemble à rien parce que ça fait un très gros ménage. C'est pas très beau. On peut arriver, puis nous autres, on va récolter le bois ensuite. Là. Mais c'est certain que c'est pas ce qui va avoir de plus esthétique. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est favoriser les chênes. Favoriser des arbres à noix. J'aimerais implanter d'autres arbres à noix, mais je vais me concentrer avant plus près de mon domicile, évidemment. Mais j'aimerais beaucoup implanter ici, je trouve que c'est un beau secteur pour implanter des arbres à noix qui avant étaient dans nos forêts et qui ne le sont plus maintenant. On pense au carrier ovale, au noyer cendré qui est maintenant en voie de disparition. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'en ai implanté ici, donc qui est un noyer. J'ai implanté du noyer cendré. Mais je pourrais implanter aussi du noyer hybride, donc qui est un mélange cendré puis japonais, bref.
J'aimerais que cette portion-là soit intéressante au niveau d'une certaine plus-value au niveau des fruits à coque. Donc, on va aller maintenant au peuplement numéro 9. Peuplement numéro 9, en fait, c'est pas très compliqué. C'est un peuplement qui est majoritairement en milieu humide. En fait, on a le ruisseau qui est là. Puis donc, c'est une portion, en fait, qui longe un peu le ruisseau, qui est différente vraiment comparée aux autres. Au niveau des travaux qui sont à effectuer, on a toujours la récolte de sapins qui sont matures, comme celui-là, vous voyez. Il est mature, puis il me semble même mort. Sinon, j'avais envie de vous montrer aussi le pin blanc, le plus gros arbre que j'ai sur mon terrain. Dans toute sa grandeur. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en fait tout autour, là, on voit là. J'ai fait un ménage autour parce que ça donne rien pour ces arbres-là. Ils n'arriveront jamais à atteindre la canopée. Ils vont tout simplement tomber. Donc j'ai fait un ménage pour pouvoir m'en servir comme une petite aire de repos si on veut. Puis un endroit qui c'est facile de marcher, c'est très beau. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans cette zone-là? Si on sort le plan en fait, donc présence de sapin mature, on l'a dit, favoriser la récolte sur sol gelé, évidemment parce qu'on est près, on est dans une zone humide, moyennement prioritaire, c'est-à-dire qu'il y a du sapin, mais il n'y en a pas à l'infini, il y en a, mais il est très espacé, donc c'est un peu comme une récolte de jardinage si on veut. Sinon, donc milieu humide là qui est ruisseau, il y a un ruisseau, puis j'ai envie de vous montrer un bon exemple de coupe de jardinage. Regardez, là, on est en présence d'un prunier, là. Ceux que je vous montrais tantôt, qui sont des arbres pionniers. Vous voyez, il a déjà cassé. Puis, il a fait l'espace au sapin baumier, qui lui va aussi faire l'espace, finir par mourir, puis laisser les raves. Donc, exemple de coupe de jardinage. En fait, vous voyez, mon chemin est juste ici. Et on a un très beau pin blanc juste là. Moi j'adore les pins blancs. C'est les arbres qui sont les plus gros sur mon terrain. C'est ceux qui semblent avoir été laissés par les anciens propriétaires au moment où c'était en point probablement. Ils ont une croissance rapide aussi également. Le problème avec ce pin là, regardez, c'est qu'il est attaqué à l'intérieur. Donc en fait, il est toute sa base là, on le voit, sa base est pourrie. Par contre, c'est certain qu'il est très sain aussi, juste plus haut que la pourriture. C'est certain qu'il est sain. Normalement, si cet arbre-là était loin dans ma forêt, si on veut, je l'aurais laissé comme ça aurait fait un excellent chicot. Par contre, là, vu qu'il est près, très près de mon chemin, j'ai tout avantage en fait à l'abattre. Va falloir que je sois prudent au moment de l'abattre évidemment puisqu'il est pourri, mais je vais pouvoir en faire des matériaux de construction. Ça va me faire des très beaux morceaux, puis ça va laisser place par exemple à cet érable là qui est ici, aux autres qui sont autour. Donc on est rendu à la zone numéro 10. La zone numéro 10 fait 4 hectares. Pardon. Ça, c'est un petit exemple. En fait, l'essence principale, on a sapin baumier, épinette blanche et thuya occidental, le cèdre, le fameux cèdre comme tout le monde appelle, mais c'est du thuya. Donc, en voici un. Sinon, ici, on a en fait des chablis partiels. Donc, on peut le voir juste un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? On a encore en présence, c'est toujours de sapins matures qui sont prêts pour la récolte. Donc, à récolter. Favoriser le sol gelé, évidemment. On est quand même un coin qui est assez humide.
qui est fragile, si on veut, on n'a pas envie de passer dans le tracteur, évidemment, si c'est pas gelé. Sinon, dans terme, on parle 2022, donc prioritaire aussi, puisque là, ici, ça paraît pas trop, il n'y a pas beaucoup de présence de chablis, mais à divers endroits, il y en a vraiment plus. Sinon, quelles sont les présences et signes observés? On a l'orignal, donc c'est parce que probablement il a vu des excréments ou il a vu lorsqu'il mange le cambium au niveau des érables. Il a croisé de la gélinote aussi. L'âge, en fait, on parle de 10 à 50 ans au niveau des arbres qui sont ici. Parce qu'on a l'âge pour toutes les autres zones aussi, là, je ne voulais juste pas mentionner. Chablis partiel, je l'ai dit. Mortalité, on parle d'une mortalité de 5% ici. Il y a très peu à dire en fait. Il y a dans les remarques, il y a forte présence de chemin. C'est que c'est un secteur où j'ai plusieurs chemins. Donc c'est un secteur qui est quand même très intéressant pour la récolte. Ça facilite grandement les travaux. Donc on s'en va directement à la dernière zone, la zone numéro 11. Donc on est à la dernière section en fait, la zone numéro 11. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone numéro 11? On parle encore de sapin baumier, d'érable rouge et de tuya occidental. Donc, on a le tuya occidental, le sapin qui est là, qui est mort, puis les érables étaient juste un peu plus loin. Donc, quel type de travaux sont à faire ici? On est dans une zone qui est très humide. Regardez là, juste mon pied comment il s'enfonce ici. C'est pas une zone facile à travailler. Donc c'est important d'y réfléchir lorsqu'on travaille dans ce type de zone-là. Et puis c'est des zones aussi qui sont fragiles au niveau de la biodiversité. C'est des zones qui sont importantes à préserver. Donc ce qu'on parle en fait, c'est donc dans les remarques, on a secteur humide au fond du peuplement. Certains endroits sont plus jeunes que d'autres, mais il y a une présence de sapins matures à récolter. Donc encore et toujours, le sapin qui est prêt à récolter chez moi. Pourquoi c'est pratiquement que le sapin? C'est qu'en fait, en général, toute ma forêt est assez jeune. Il faut se rappeler qu'avant, c'était pratiquement tous en foin ici. Tout le terrain était en foin. Puis ça fait en sorte que certaines essences sont poussées plus rapidement que d'autres. Puis le sapin ayant une espérance de vie de ces années-là, si on veut, de 60 ans un peu. Donc ça fait en sorte qu'il est présent, il est mature, il est prêt à récolter. Ensuite, l'âge, c'est ça, on dit 10 à 50 ans encore. Donc la densité, elle est forte. Je vous dirais, c'est pas partout évidemment, on est dans une zone de 2 hectares. Pente nulle, le drainage est imparfait. Puis sinon, ce qu'on dit, c'est ça, favoriser sur sol gelé, évidemment. On est en zone humide. Au niveau des priorités, on parle de 2022. Évidemment, on parle uniquement de récupérer les sapins matures. Le reste, il n'y a pas de travaux à faire. Je vous dirais aussi, ce qui est important de mentionner, c'est en fait, lorsqu'on fait ces travaux-là, il faut valider la durée, en fait, que votre ingénieur forestier va revenir sur vos travaux. Par exemple, si vous faites des travaux sur 4 ans, vous décidez de l'appeler juste à la 4e année, ça se peut qu'ils vous disent « Moi, je fais un retour en arrière de seulement 2 ans. » Donc, parce que évidemment, il y a plein de gens qui ont des contrats, qui ont des plans d'aménagement. On n'est pas seul, hein, ils ne s'occupent pas uniquement de moi. Donc, il faut qu'il y ait une mémoire, il faut qu'il y ait un suivi. Donc, moi, ce qu'il m'a dit, en fait, c'est qu'il faisait un retour de 2 ans. Donc, ça veut dire que si je fais des travaux et que je considère que ça vaut la peine que je l'appelle pour qu'il valide, qu'il mette son étampe pour que je puisse avoir des crédits de taxes, ben, il faut que je canne mes travaux en 2 ans. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Si je fais un ponceau, par exemple, puis j'attends 4 ans, puis j'en refais un autre, ben, mon premier ponceau, il ne l'inclura pas là-dedans. Sinon, ce qui est important aussi au niveau des ponceaux, c'est à la discrétion, en fait, de l'ingénieur forestier. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez un fossé, vous décidez de faire un ponceau, ça se peut que votre ingénieur forestier vous dise que vous n'avez pas accès à, s'il n'y a pas d'eau continuelle, si on veut, dans votre fossé, que vous n'ayez pas accès à votre crédit de taxe.
parce qu'il y a certains ingénieurs qui considèrent que c'est uniquement des ponceaux pour des cours d'eau. Donc, parce qu'il y a une notation, en fait, cours d'eau, fossé, c'est tout différent au niveau de la nomenclature. Donc, ça, c'est à valider, évidemment, avant, ou certainement avant, avec votre ingénieur forestier, si ça correspond à ses attentes, puis si ça concorde avec les vôtres. Donc, toujours garder ça en tête. Puis, globalement, vous voyez, moi, mon plan d'aménagement, ça m'a coûté 1200, mais je vais avoir le crédit taxe là-dessus. Puis, j'avais calculé, en fait, si je faisais, j'ai une petite réparation mineure d'un ponceau à faire. Puis ça il y a des crédits pour ça aussi également. Il y a également des crédits lorsqu'on fait des chemins. J'avais oublié de le mentionner, c'était quand même important. Par contre, au niveau de l'argent qu'ils vous donnent, c'est insuffisant par rapport à ce que ça va vous coûter. Même si vous le faites vous-même, pratiquement. Par contre, je pense, je vais vous écrire le montant maintenant. Donc, c'est un montant qui est au kilomètre. C'est certain que si vous partez d'un terrain qui est difficile, ça va vous coûter plus que ça, en location d'équipement, etc. Par contre, c'est quand même mieux ça qu'une claque d'en face. Fait que si vous aviez l'intention de faire un chemin, ça peut être intéressant. Donc, c'est toujours à garder en tête. Ouais, c'est ça, j'avais calculé en fait que moi, je voulais faire une réparation de ponceau. Je voulais faire un autre ponceau, plus le gros que vous avez vu, que je vous ai présenté. Donc, j'ai déjà comme 2 ponceaux total à faire. Et c'est sûr que je rentre dans mon argent là, au final. Là. Donc, c'est sûr que c'est avantageux uniquement pour ça. Puis, c'est des travaux que je voulais faire. Donc, je pense que ça fait le tour un peu de tout ce que j'avais à vous dire, les copains, copinots, copinettes. Fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rouge-brun coule dans mes veines. Oh wow!